Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. L'histoire Balari version originale. Le royaume de Congodian Totela était constitué par plusieurs provinces, dont la province Sundi qui nous interpelle le plus. Cette province Sundi était divisée en plusieurs zones. Le territoire Luango, encore appelé Congo dia Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Luozi, Misanda, Niabi. Le territoire Kwimba, comme Lunda, Kikwit, Bandundu, etc. Le territoire de Mbanza Congo, encore appelé Congo Diakati, la capitale du royaume. Le territoire de Balari, à la base la langue Sundi, d'où sortent les Balari, les Barangala, les Bantandu, ainsi de suite. Les Sundi sont en deux groupes. Les Sundi du haut du fleuve donnent les Balari et les Bantandu. Les Sundi du bas du fleuve donnent les Badondo, ainsi de suite. Entre les Badondo et les Lari sortent les Barangala. En 1665 éclate la bataille d'Ambouila qui provoque le déplacement des populations où les Bantandu suivent le long du fleuve de l'autre rive de la RDC. Les Sundi et Lari envahissent le corps du Poule, rencontrant dans certaines localités les Bateke qui vont aussi, par la présence des Lari, effectuer le mouvement vers le nord. Certains Teke restant dans les localités envahies vont subir une colonisation par la langue Sundi-Lari. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des Teke-Lari. Contrairement à ce qui se dit, que c'est le mariage du Teke et du Congo qui donne le Lari. S'il vous plaît, est-ce que le mariage du Vili et du Dondo peut donner un Bembe? Ici c'est Forum, hein, de Maître Tchassé. Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Tiassé. Bonjour mes chers compatriotes. Et nous continuons notre série sur les 60 ans de l'indépendance du Congo. Alors, après cette introduction, je vais vous parler de l'aperçu historique du Congo. Dans cet aperçu historique, nous allons parler brièvement de la période précoloniale. Nous allons également parler de la période coloniale jusqu'à l'indépendance. Mais bien avant ça, je tenais d'abord à saluer et à remercier tous ceux qui ont œuvré pour que le général Jean-Marie Michel Mokoko puisse sortir du pays pour bénéficier des soins appropriés par rapport à sa pathologie et ce qu'il a subi. Je suis persuadé effectivement que les examens qui vont se faire à l'étranger vont déceler le poison
Ça c'est clair, parce que moi-même j'ai vécu ça. Et c'est vrai que bon, c'est parfois difficile à démontrer que vous avez été empoisonné. Mais nous savons très bien la pratique de ce pays. Bref, nous rentrons donc dans cette phase d'explication en ce qui concerne cet aperçu historique. Alors parlons du Congo. Le Congo, d'abord, comme tout le monde le sait, c'est un petit pays d'Afrique centrale qui a une superficie de 342 000 km², pour une population estimée, parce que le recensement au Congo n'est pas fiable. Mais on suppose que nous avons près de 4 millions, sinon 4 500 000 habitants. Alors le Congo est un pays sans unité ethnique. Nous avons près de 60 ethnies qui peuplent le territoire. Ces ethnies sont regroupées en 3 groupes linguistiques. Les Congos, les Téké et ce qu'on appelle le groupe Mboshi. Alors, en parlant de la période précoloniale, les écrits montrent que il y a eu la présence donc des Noirs au niveau de l'Afrique, notamment peut-être l'Afrique centrale. Ça date 5e millénaire avant Jésus-Christ. Par contre, au XIIe siècle, il y a eu la fondation du royaume Congo, dont le souverain Mani Congo, qui signifie le seigneur du Congo, Lukeni réside à la capitale Mbaza-Congo. Alors, son chef guerrier serait Moutinou. Le royaume Congo regroupait 6 provinces qui sont Pemba, qui était donc la province centrale, qui abritait la capitale. Vous avez au nord de ce royaume la province Sungi. Et ensuite, vous avez la province Panzou, qui était au nord-est, Mbata, qui était à l'est, Mbamba, c'est Mbamba justement, Mbamba, au sud, Soyo, au nord, au nord-ouest, à l'embouchure du fleuve. En 1482-1484, le Portugais Diego Cao, qui était un marin, arrive au royaume du Congo. Et durant son second voyage, en octobre, bon, la date n'est pas précise dans les écrits, on situe ça entre octobre et novembre 1485, il découvre justement les chutes de Yelala, en amont avec ce qu'on appelait Matadi. Diego Cao laisse une inscription gravée sur une pierre qui témoigne de son passage et celui de ses hommes. Comme vous allez le voir, vous voyez à l'écran, Diego Cao se met en relation avec le Mani Congo, lequel entretenait des relations avec le royaume vassal de Maluango. Et il y avait le royaume d'Anzika de Makoko, qui avait la capitale Mbé.
ce royaume d'Anzika avait une superficie de près de 150 000 km², pour ne pas dire presque la moitié du territoire actuel du Congo. Il se met en relation donc avec Diego Cao, se met en relation avec Mani Congo. Ensuite, comme vous allez le voir, l'inscription portée par Diego Cao situerait donc le premier contact de l'expédition avec le fleuve le 23 avril 1482. En 1491, conversion de Mani Congo, Zingankuvu est baptisé sous le nom de Yoao Ier par les franciscains. Son fils Nzingambemba est baptisé sous le nom de Don Alfonso Ier, qui devient roi du Congo en 1508. En 1509, le royaume Congo commence à perdre son indépendance suite à la domination du Portugal dans le pays. Le gouverneur de Sao Tomé donne l'ordre de recruter 200 esclaves dans le royaume Congo. Ces esclaves sont destinés à fournir la main-d'œuvre dans les plantations de canne à sucre aux îles d'Amérique découvertes par le navigateur italien Christophe Colomb en octobre 1492 au service de l'Espagne. En 1518, Mbanza Congo devient San Salvador. Don Henrique, fils du roi Alfonso Ier, devient le premier évêque noir connu. Il est sacré évêque à Rome par le pape Léon X. En 1519, début donc de la traite des Noirs dans le royaume du Congo. Il y a création d'un évêché à Sao Tomé en 1534. En 1535, l'Anzika, ce que nous avons appelé le royaume d'Anzika, jusque-là soumis par le roi Nzingankuvu, parce que le royaume Téké était soumis par le roi Nzingankuvu, est officiellement reconnu comme l'État appartenant au royaume Congo. Et c'est pour ça que la dernière fois j'avais parlé de la fédération. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Vous écoutez en ce moment sur Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massingo-Thiassé. La reine Nzinga du royaume Ndongo et Matamba dans le Congo d'Antotela. Vous voyez son image à l'écran. Donc en 1543, mort du roi Alfonso Ier. Le royaume connaît une véritable crise, lutte pour le pouvoir et l'anarchie va s'installer. En 1555, les jésuites évincés du royaume Congo vont à Ndongo. En 1569, invasion des tribus, des nomades, les Jagas, on peut appeler les Jagas ou je ne sais pas comment, mais en tout cas au niveau de l'inscription, je pense que c'est les Jagas. Au royaume Congo, le roi Alvaro donc Ier est rétabli sur son trône. L'Anzika est désigné royaume de Makoko, dont la capitale devient Monsol,
Le nouveau royaume se détache le nouveau royaume se détache donc du grand royaume Congo suite à l'anarchie dans le pays. En 1587, le royaume de Luango se détache du royaume Congo. Le nouveau royaume se détache donc du grand royaume Congo suite à l'anarchie dans le pays. En 1587, le royaume de Luango se détache du royaume Congo. Il devient indépendant. Sa capitale est Bwali. Bwali, la résidence du roi Malwango. En 1591, Rome publie un ouvrage sous la direction de Filippo Pigafetta, un livre sur le Congo. Les Portugais débaptisent le Ndongo, petit état tributaire du Congo, du nom d'Angola. C'est la déformation en fait du titre Angola que portait le roi de Ndongo. En 1596, création du diocèse de Congo-Angola. En 1630, début du règne de Chamba Bolongongo. Et en 1665, bataille d'Ambouila, le roi du Congo Antonio Ier est tué par les Portugais. Le royaume est dans le chaos. En 1702-1706, Chimpa Vita, Ndona Béatrice organise la résistance contre les Portugais pour restaurer le royaume. Elle va mourir brûlée vive en 1706 après avoir été jugée par un tribunal catholique. Chimpa Vita, que vous voyez là sur l'écran, c'est notre Jeanne d'Arc, la Jeanne d'Arc du Congo. En 1709, Pedro IV reprend San Salvador. Il meurt en 1718, début de la mission française au Congo, entre 1860 et 1862. Le royaume Congo est incorporé à la partie d'Angola et devient Congolien Totela. Et ça, c'est la période, je disais, précoloniale. Vers les années 1850, les premiers Mboshi, les populations qu'on appelle Mboshi aujourd'hui, débarquent dans le nord du Congo, sur la rive droite du fleuve Congo, par l'Iranga et Mpuya, en provenance de Ngombe vers la RDC. Ce sont des Bantous appartenant à une tribu guerrière en provenance de la région des Grands Lacs, proche du royaume de Congo d'Antotela. À la suite donc d'une guerre fratricide survenue là-bas, sur le fond de succession entre les héritiers du clan Kungu et ceux du clan Obangui, ils se sont établis au Congo dans une migration de l'Est vers le centre de l'Afrique. Les premiers Mboshi appelés Ngunsu par les Téké, c'est-à-dire les hommes nus, trouvent déjà au moment de leur débarquement au nord du pays, longtemps installés dans ces zones, les Pygmées, les Téké, les Kouyou, les Makwa, les Likuba, les Likwala, les Enyélé et les Bomitaba. Ceux-ci, particulièrement les Kouyou, les Makwa, les Likwala et les Téké, considèrent les Mboshi pour des hommes de seconde zone, notamment du fait de leur tenue vestimentaire, constituée à l'époque de cache-sexe, comme vous le voyez sur ces images,
en forme de feuilles de banane et de manioc. Surtout, les Kouyou, les Makwa et les Likoala ont toujours tenu des mochis pour des inférieurs et ces derniers ont fini par être repoussés plus loin et sont allés s'installer particulièrement sur le bord de la rivière Alima, précisément dans un bourg nommé Oyo. Alors, petit campement Teke, où les mochis se sont toujours rendus peu après leur débarquement pour vendre du poisson et acheter du manioc. C'est ce qui explique que l'agrandissement de la population mochi est l'œuvre en partie de croisement entre les premiers arrivants mochi avec la population pygmée d'un côté et la population Teke de l'autre. Ces derniers étant moins hostiles aux mochi que les Kouyou, les Makwa et les Likoala. En 1880, le Français d'origine italienne, Pierre Savorgnan de Brazza, explore le Congo et signe un traité avec le Makoko, le roi des Teke. Désormais, le Congo est rattaché à la France et devient ainsi territoire de l'Afrique équatoriale française, sous le nom de Moyen Congo. Brazzaville est fondée en 1884. Son assemblée territoriale siège à Pointe-Noire, capitale politique et administrative. En 1885, la conférence de Berlin fixe les règles d'occupation coloniale, notamment en Afrique. Et cette occupation coloniale, justement, intègre justement les trois Congos. Pas dit le Congo français, le Congo belge et le Congo portugais. En 1886, de Brazza est nommé commissaire général. Il a pour adjoint Noël Ballet comme lieutenant-gouverneur du Gabon et Charles de Chabannes comme délégué du commissaire général. En 1891, naissance officielle du Congo français. La rive gauche du fleuve découvert par Stalin devient le Congo belge. Entre 1893 et 1905, le colonel Marchand et ses hommes, dans leur progression vers Fashoda, vont se heurter à l'ouest de Nsoundi à la résistance de Mabiala Manganga, de Mabiala Manleke, Mayoko, Moussassa Tombe, Bumba Yeke, je pense, Misitu, Boitambongo et d'autres résistants de pays soumis. La France va céder la possession congolaise du Cabinda en 1901. Voilà, c'est pour cela que le regretté Nzita Thiago Henrique nous a édifié. Je dis ceci. On dit enclave. C'est-à-dire, c'est un territoire séparé de l'autre. Oui. Je ne dirais même pas que le Cabinda se sépare de l'Angola par la mer ou par le fleuve, par l'étendue de terre de 45 km à peu près du Congo-Kinshasa. Oui. Donc le territoire cabindé, tel qu'il est placé, c'est le Congo. C'est un morceau de territoire, le Congo, n'est-ce pas? Et quand il y a eu la conférence de Berlin en 1885 pour la division du bassin du Congo, les Français, les Portugais, les Belges se sont partagés, chacun a pris sa part, et les Portugais ont eu ces petits lapins, parce que là-bas, quand les Portugais sont arrivés, ils ont trouvé des Hollandais qui faisaient leur commerce là-bas. Et qui c'est qui gouvernait le Cabinda? Les Portugais sont arrivés en Angola, je crois si je ne me trompe pas, en 1840 ou 1482. Et au Cabinda en 1887.
qui c'est qui gouvernait le Cabinda à cette époque-là? C'est nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes, à l'arrivée des autorités portugaises, qui ont trouvé, les Portugais ont trouvé les Hollandais, les Anglais, les Allemands déjà à Cabinda, à Landana, à Choa. Et les Portugais, avec, je ne sais pas, l'amitié et tout ça, ils ont dit, écoutez, nous pouvons nous faire de grands amis, et avec vous, on peut vous aider, raison pour laquelle nos chefs traditionnels ont choisi les Portugais pour leur donner la protection du territoire du Cabinda. Vous écoutez en ce moment sur Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Le regretté Vita Thiago Henrique nous a édifié sur la possession du Congo portugais. Vous comprenez pourquoi le président Yulu, Massamba Deba ont gardé les liens avec le Cabinda. En 1903, le Congo français devient territoire du Moyen-Congo. Il intègre à partir de 1808 et 1910 l'ensemble des colonies du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française, l'AF, dont les autres territoires sont le Bangui, aujourd'hui la République centrafricaine, le Gabon, le Chari, désormais le Tchad. La résidence du gouverneur général est fixée à Brazzaville. Le 15 janvier 1910, l'Afrique équatoriale française, donc l'AF, est définitivement constituée, incluant la colonie du Moyen-Congo. De 1921 à 1934, il y a la construction du chemin de fer Congo-Océan. Le cours inférieur du Congo, entre Brazzaville et Matadi, est coupé d'une succession de rapides infranchissables. De plus, l'embouchure du fleuve n'est pas en territoire français. C'est pourquoi l'on a créé en toute hâte le port maritime de Pointe-Noire, le plus moderne de toute la côte occidentale de l'Afrique. Dès à présent, 5 bateaux de tonnage moyen peuvent accoster simultanément. Il fallait alors rattacher Pointe-Noire au port fluvial de Brazzaville. Un chemin de fer? Pourquoi pas? Puis les colons entreprennent la construction du chemin de fer Congo-Océan. En 1934, le Congo-Océan était achevé, franchissant le... Des travaux pénibles, puisque c'est au prix de milliers de vies, celles entre autres d'Africains déportés. Obstacle qui rend le Congo inaccessible à la navigation, le massif de Mayombe. Ce ne sont que tunnels, viaducs, rampes et courbes. Le but, faciliter le transport des ressources naturelles du nord au sud, de Brazzaville à Pointe-Noire. Il faut 13 ans pour construire cette œuvre, que ça pour relier le nord au sud. Délicieusement rafraîchis au wagon-restaurant, confortablement allongés dans leur cabine, les passagers ignorent les travaux titanesques que les ingénieurs durent accomplir pour construire cette artère vitale de 600 km. Les 510 km qui séparent Brazzaville à Pointe-Noire ont fait plus de 20 000 morts. À ce sujet d'ailleurs, c'est maître Jean-Martin Bemba qui va écrire un ouvrage dans ce sens-là quand il parle du crime contre l'humanité. Effectivement, il y a eu beaucoup de morts, des gens qui sont morts pour les travaux forcés. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. En fait, les locomotives à vapeur fonctionnaient grâce à la mine d'extraction de charbon à ciel ouvert dans le Poul. Et nombreux ne connaissent pas que nous avions une mine de charbon dans le Poul. C'est à Lamy. À Lamy, et il y a encore
quelques vestiges et les gens peuvent aller se rendre compte que ce sont aujourd'hui des mines désaffectées. Et j'ai découvert moi-même ces mines lors de ma fuite. Je me posais des questions parce que effectivement, quand je partais au village, à l'époque, j'étais plus jeune, j'étais peut-être au collège. Mon grand-oncle me parlait justement du travail qu'il faisait pour le charbon. Mais malheureusement, ça n'apparaît pas dans les ouvrages. On a occulté une bonne partie de notre histoire. Matsoua, qui est né en janvier 1899, va constituer à Paris une association en 1926 qu'on appelle la Société amicale des originaires d'Afrique équatoriale française. Cette association avait pour but de remédier à l'état d'infériorité de ses compatriotes vis-à-vis des Blancs. Donc c'est une première revendication. Il devient donc le premier défenseur des droits de l'homme connu. Le 26 janvier, en janvier 1928, André Grenard Matsoua va écrire une lettre au président du conseil, M. Raymond Poincaré. Et il se présente: je suis né à Brazzaville, Congo français, le 17 janvier 1899, fils de Congolais et Congolaises. J'ai fait mes études à l'école professionnelle de cette ville, d'où je suis sorti diplômé après un séjour prolongé dans les douanes françaises, direction centrale de Brazzaville, comme secrétaire. J'ai été proposé comme commis du cadre local aux douanes de Brazzaville. Mais j'ai dû donc quitter mon pays d'origine, l'AF, et renoncer à ce poste pour me rendre au 22e colonial, mobilisé pour l'expédition du Maroc, alors en état de rébellion contre la France, ma patrie, sur ma demande. Le service des douanes de l'AF m'a mis en disponibilité sans solde. L'expédition terminée, je suis venu à Paris où, ayant constaté l'état d'infériorité de mes frères de race congolaise vis-à-vis des Blancs, j'ai regroupé un certain nombre de ceux-ci en association ayant pour titre Association amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française. Cette association a pour but de secourir les Noirs du Congo français en état de chômage, maladie, etc., etc. Ainsi leur déplacement en France ou à l'étranger. Notre association doit en grande partie son développement à la bienveillance de M. Antonetti, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Notre premier bienfaiteur qui n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui de l'encourager par tous les moyens. M. Antonetti a eu il y a peu de temps l'occasion de constater de quelle façon les frères de Tréchaud, administrateurs d'une compagnie française du Bas-Congo, au capital de 100 millions de francs, eux-mêmes plusieurs fois millionnaires, entendaient augmenter leur capital au détriment des Noirs de mon pays. Vous ignorez, Monsieur le Président, que pour une poignée de sel, les frères Tréchaud se faisaient facilement remettre 100 kilos de caoutchouc ou autres produits du Congo français, et d'autres agissements encore ont forcément amené M. Antonetti, lorsqu'ils ont commis à la reprouver, à les faire cesser, d'où la campagne par Tréchaud, par les frères Tréchaud et consorts, les gens assoiffés des capitaux contre Antonetti. Donc dans notre action, nous avons l'appui d'autres compagnies et sociétés commerciales industrielles au Congo français, lesquelles sont membres bienfaiteurs honoraires
de notre société, sauf bien entendu la compagnie Tréchot, qui dédaigne les Noirs qu'elle exploite. André Matsuwa a pris la défense de M. Antonetti. Voilà, les ennuis de Grenard Matsuwa ont commencé pratiquement à cette époque-là, parce qu'il s'est opposé justement à l'exploitation abusive des Congolais par les frères Tréchot. Le caoutchouc est tiré des lianes. Formé dans une école indigène professionnelle, l'expert a reconnu dans ce boa vert qui étreint à l'arbre une liane à caoutchouc. Une escalade de 30 mètres, quelques coups de hache, et le serpent n'est plus qu'un vulgaire cadre. On l'étend, on le saigne, on le tronçonne, afin d'en exprimer tout le sucre. Traité par une décoction acide de feuilles, le latex se coagule. On en fait alors des crêpes plates que l'on met à sécher soigneusement à l'ombre. Le caoutchouc ainsi obtenu est d'une très bonne qualité. Une autre espèce sauvage, le caoutchouc de rhizome, se récolte dans le moyen Congo au pays des Batékés. Les indigènes déterrent à la houe les branches souterraines longues de 3 à 4 mètres et les mettent en fagots. Au village, le fagot est placé dans l'eau vive. Il y reste plusieurs jours. Le battage détache l'écorce et la pulpe. Il se forme alors une pâte rougeâtre que l'on ébouillante. Le latex se coagule. Après des lavages et battages successifs, on obtient une crêpe poreuse rosâtre. Comme vous, comme moi, le paysan noir entend être payé de ses peines. On pèse les crêpes à la balance romaine. On les achète comptant. C'est la période du travail forcé, des humiliations les plus abominables. Celles-ci vont susciter un grand émoi et pousser à la constitution d'une commission d'enquête sur les conditions du travail dans les colonies. Matsuwa va s'en saisir justement pour informer le président du conseil, Raymond Poincaré, pour lui signifier du traitement qui est fait aux indigènes et notamment de l'AF. Et il a eu l'appui à l'époque Raphaël Antonetti, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française jusqu'en 1934. Raphaël Antonetti, à qui Matsuwa écrivait beaucoup. Après donc le décès de Raphaël Antonetti, André Matsuwa a commencé à avoir des ennuis. Et c'est là où on l'a accusé d'escroquerie, de tout ce que vous connaissez, tout ce qu'il a eu, des jugements à Paris et ainsi de suite jusqu'à Brazzaville. Parce que Matsuwa défendait les indigènes. Vous écoutez en ce moment sur Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Nous avons parlé donc de la lettre qu'André Matsuwa avait envoyée au président du conseil, Raymond Poincaré. Et en même temps donc en 1932, et plus précisément le 31 décembre 1932, le journal L'éveil de l'AF annonce la découverte de roches pétrolifères aux environs de Pointe-Noire. Donc vous comprenez que le pétrole a été découvert en 1932. Nous allons relater cela aussi lorsque Hugo va parler de ce pétrole qui devait exploiter. Justement, c'est ça qui a causé aussi sa perte. Nous allons revenir sur cette partie. Donc le 29 mai 1938, ordination du premier prêtre congolais qu'on appelle Auguste Roch Nkunku, qui est né le 11 mai 1909 à Songavula et qui est mort le 3 juillet 1982 à Brazzaville. C'est le premier prêtre noir du clergé catholique du diocèse de Brazzaville et dignitaire donc de l'Église catholique d'Afrique
en sa qualité de détenteur du titre honorifique d'assistant au trône pontifical. Quelques semaines auparavant, à bord de l'aviso commandant Dominé, le général de Gaulle débarquait à Douala, Cameroun. Les 26, 27, 28 août, journée qu'on appelle là-bas les Trois Glorieuses, l'Afrique équatoriale française et le Cameroun se ralliaient à la France libre. Le général de Gaulle, pour la première fois depuis les sombres journées de juin, mettait le pied sur un sol français. Qu'allait apporter l'AEF à la France libre? Un territoire porte-drapeau? Bien plus. En 30 mois, une colonie pauvre d'accès difficile allait devenir un territoire libre, géré par des hommes libres. Leclerc, Pléven, Eboué, Larmina, noms glorieux qui nous donnèrent l'AEF. Ils firent pendant les mois les plus sombres de Brazzaville une capitale française. L'espoir n'était pas mort puisque dans son empire, la France regroupait ses forces en vue de chasser l'envahisseur. L'Afrique équatoriale s'étend comme un gigantesque trait d'union entre le centre désertique de l'Afrique et les rivages inhospitaliers de la côte atlantique. Énorme, 6 fois la France, elle comprend au nord une zone saharienne tempérée par le lac Tchad. Plus au sud, une zone d'herbe rappelle la savane américaine des romans d'aventure. Au sud, enfin, l'impénétrable forêt équatoriale qui, ceinturant le globe d'un anneau vert foncé, se retrouve au Brésil comme aux îles de la Sonde. On comprend alors l'importance stratégique de l'AEF. Brazzaville et Bangui ouvrent le Congo belge. Fort Archambault commande l'accès du Soudan anglo-égyptien. Fort Lamy domine la Nigeria britannique et le sud saharien et les liaisons impériales anglaises, alors que l'axe tenait la Sicile, la Crète et Bizerte, devaient emprunter pour ravitailler le front de Libye les lignes de communications aériennes et terrestres de l'Afrique centrale. Les routes allaient alors jouer un rôle essentiel dans l'AEF combattante. De l'Oubangui jusqu'au désert libyque, la grande route stratégique Bangui-Largeau voit passer en 1942 et 1943 des milliers de véhicules pour approvisionner la colonne Leclerc au fameux exploit. Voie vers la civilisation, la route est le souci constant de l'administrateur et du colon. Elle est aussi le lieu des peines et des joies de l'indigène. Des cours d'eau la coupent, terreur de l'automobiliste. Mais des ponts élégants et robustes viennent remplacer les bacs archaïques que l'on attendait parfois des heures. Le service des travaux publics, en étroite liaison avec les services économiques et militaires intéressés, a construit en 3 ans des kilomètres d'ouvrages d'art en béton, en fer ou en bois. C'est par les cours d'eau que s'est faite au début la pénétration de la colonie. Le 28 août 1940, sous l'impulsion du médecin général Adolphe Cissé, le Congo se rallie à la France libre, proclamé par le général de Gaulle au lendemain de son appel du 18 juin 1940 à Londres. François-Charles Ngongo, fonctionnaire, répondra à l'appel et le 12 novembre 1940, Félix Eboué, gouverneur du Tchad, est nommé gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, donc l'AF, par le général de Gaulle, qui n'a pas la légalité, bien que par le peuple français résistant, il a la légitimité et le pouvoir réel en France étant aux mains du maréchal Pétain. En 1940, André Grenard Matsoa, qui était donc âgé de 50 ans déjà, fils d'un Ngoma et d'un Koussou, a été arrêté et écroué à Versailles le 19 avril 1940. Transféré et écroué à la maison d'arrêt de Brazzaville le 22 mai 1940. L'administrateur général du Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo Tchassé, a eu un entretien à Paris avec M. Martial Sinda. J'ai fait ma classe de 5e dans le Berry, en France ici,
Et puis petit à petit, je suis monté donc à Paris, où il y avait à l'époque d'ailleurs monsieur le sénateur Malonga, où j'ai fait donc à Paris mes études supérieures. Et puis, tout cela a terminé, bien sûr avec quelques accros. Ne croyez pas qu'on réussit les examens du premier coup. Je suis quand même le premier Africain qui a été nommé à la Sorbonne comme professeur d'histoire moderne et contemporaine. Et puis, en France, tout jeune que j'étais, c'est vrai, j'ai publié à la hauteur de l'année 1955 un recueil de poèmes dont on avait beaucoup parlé. Il y a eu même une critique de M. Roger Bolamba, qui était au Congo ex-belge à l'époque, et qui me donnait le titre de premier poète de l'Afrique équatoriale française. Ce recueil de poèmes, on en avait beaucoup parlé. Liaison, qui était une revue de l'époque en Afrique équatoriale française, en avait parlé. Et puis aussi, ce recueil a remporté le Grand Prix littéraire de l'AIF en 1956. Bien sûr, ce recueil est épuisé, et j'espère qu'il sera réédité. Au cas où je n'aurai pas la force et le temps, mon fils s'en chargera puisqu'il est dans la même lancée que moi-même, étant donné qu'il est poète, il est l'homme qui fait des lettres, il fait des émissions. Et puis, ceci dit, maintenant je crois quand même que les gens ne doivent pas oublier complètement ce que j'ai fait pour le Congo. Le grand livre qui s'appelle « Le messianisme congolais et ses incidences politiques », qui a été publié aux éditions Payot. Et ce livre qui retrace un peu l'histoire du machouanisme, c'est-à-dire du nationalisme africain, puisque Machoua, qui avait créé à la hauteur de l'année 1926 l'association des originaires de l'Afrique équatoriale française à Paris, l'amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française, mais cette association était créée pour l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire regroupant les 4 territoires, le Tchad, la République de l'Ubangi-Chari, qui est devenue aujourd'hui la République centrafricaine, et puis aussi le Gabon et le territoire du Moyen-Congo. Et puis j'ai publié des poèmes un peu dans les revues d'étudiants, que ce soit dans le journal de la Côte d'Ivoire ou dans la revue des étudiants congolais à l'époque. Et voilà à peu près ce que j'ai pu faire. Mais quand je suis venu à Paris, c'est vrai, il y avait M. Malonga Jean, qui était le sénateur que j'ai connu, qui a été mon protecteur. Et c'est à l'époque où il y avait aussi le député Chikaya. C'est l'époque où aussi il y avait M. Emmanuel Dadé. Et puis, voilà, ce sont des hommes politiques, le personnel politique de l'époque, que j'ai connu à peu près, mais j'étais très proche et choyé par le premier écrivain qui s'appelait Malonga Jean, qui était donc sénateur du Moyen-Congo et qui a aussi animé, je pense, le journal de l'AIF, qui était le journal du Parti progressiste congolais. Eh bien, je suis revenu au Congo, c'est vrai, en 1958, et c'est une période extrêmement grave. J'ai passé 6 mois, c'est l'année où je me suis marié aussi, et mon mariage, qui a été célébré, officié par l'abbé Philbert Youlou, qui était le premier maire africain de Brazzaville. Je crois que c'est le 3e mariage qu'il célébrait. Et alors, l'année 58, c'est l'année où l'on parle aussi du référendum,
où les États africains devraient choisir est-ce qu'ils appartenaient à la communauté ou ils prenaient l'indépendance. Et j'ai eu l'insigne honneur de revoir les gens que je connaissais, que ce soit M. Lisette, M. Boganda, M. Léomba, M. Obama à Brazzaville, le personnel, parce qu'en France il y avait très peu de Noirs, mais ces hommes politiques-là, on le côtoyait ici, et j'avais vu qu'en 1958, quand je suis revenu à Brazzaville, c'est M. Bourges qui était gouverneur général, et bien Brazzaville était un pays d'une grande activité, parce qu'il fallait choisir, est-ce qu'on entrait dans la communauté ou on faisait sécession avec la France. Et cela a été très important. Ça m'a permis aussi de revoir beaucoup de gens, comme les anciens matouanistes, les Tomankari, et les Kusakana, énormément beaucoup de gens. J'ai passé 6 mois à Brazzaville, où je disais, c'est l'année où je me suis marié, mais j'ai participé à pas mal de réunions politiques à Brazzaville. Et aussi, c'est l'année, justement le 24 août 1958, que le général de Gaulle est passé par Brazzaville, où il a prononcé son discours, son fameux discours au stade de Boué. Et quand M. Ouganda lui demandait, mon général, parlez, on vous répondra. Eh bien, de Gaulle disait qu'on va créer une communauté, les choses vont pouvoir changer, mais ceux qui veulent prendre l'indépendance, ils peuvent la prendre. Et alors, donc, j'ai essayé de côtoyer un peu tout le monde. Aussi, c'est vrai, un souvenir, mais c'est un souvenir. C'est la première fois aussi, j'ai vécu en France, mais j'avais vu de Gaulle de près, parce que je suis allé à la case de l'ambassadeur. Alors, il faut vous dire que j'ai participé un peu à ce genre de choses. Youlou était un personnage incontournable en Afrique. En 1958, il était un personnage incontournable. Donc, j'ai pu voir de près, pour la première fois, le général de Gaulle, qui est arrivé à Brazzaville, avant d'aller donc sur Conakry et Dakar. Il venait donc de Madagascar en faisant sa propagande, en demandant aux États africains, non, aux territoires africains, qu'on voulait la communauté. Donc, ils ont cherché un changement de politique avec les États, ont cherché un changement politique avec les territoires africains. Il ne faut pas confondre, ce ne sont pas des États, ce sont des territoires. Et de Gaulle donc avait proposé cette communauté. Et justement, quand il y a eu le référendum, en 1958, le Congo, comme toute l'Afrique, avait voté pour le oui, à l'exception de M. Sékou Touré. Et que j'ai connu aussi, mais jeune un peu. On ne parlait pas de politique, mais enfin, il était très gentil, M. Sékou Touré, que j'ai connu tout jeune aussi, voilà. Donc, mais lui, il était sorti de la communauté. Et puis cette communauté ne durera pas parce qu'elle sera rénovée depuis le mois d'octobre. C'est-à-dire qu'on pouvait être dans la communauté et puis être indépendant, avoir c'est-à-dire de bonnes relations avec la France, à l'exception bien entendu de M. Sékou Touré, et bon, on a des problèmes politiques qu'on ne peut pas définir aujourd'hui, et qui avait tort, qui avait raison, mais je ne pense pas, parce qu'il faut quand même être ferme, que M. Sékou Touré voulait rompre avec la France. Ça serait archi faux, mais il voulait que la France rendît la dignité personnelle aux Noirs. Il voulait d'autres relations politiques, sociales avec la France, mais M. Sékou Touré, c'était pas l'homme, j'avais connu, mais tout jeune, hein. C'était pas pour mettre la France à la porte. Ça, je dirais que on l'a peut-être accusé à tort et à travers. En 1956, d'ailleurs, il faut commencer un peu par le commencement. 1956,
c'est la loi cadre qu'on va offrir aux pays africains. Mais pour parler de cette loi cadre, il y a eu d'abord dissolution. M. Edgar Faure, en décembre 1955. Et alors, les élections nouvelles, faites et en France et dans les territoires, devaient avoir lieu le 2 janvier 1956. Et c'est à partir de ce moment-là, parce qu'au fond, la France a été incapable de choisir une politique qui pouvait aller avec les territoires africains. La constituante de 1945 avait échoué parce que cette constituante rappelait à peu près, comment on appelle ça, la loi cadre dont on va parler tout à l'heure. Le 5 mai 1946, eh bien, ça a été rejeté et on a créé, c'est-à-dire une sorte d'empire, la décolonisation, c'est-à-dire l'Union française. Mais cette Union française avait été plus ou moins édulcorée, on avait été donné, oui, cette Union française accordait de l'indépendance, peut-être pas l'indépendance de cette Union française, accordait quelques libertés, mais c'est pas comme la première constituante qui disait aussi que les Noirs ou les autres États africains pouvaient prendre l'indépendance. Et c'est à ce moment-là aussi que le général de Gaulle, le 20 janvier 1946, avait quitté le pouvoir en pensant qu'il serait incapable de se choisir un gouvernement et il attendait qu'on le rappelle, mais il a fallu 1958 pour qu'il revienne au pouvoir. Mais là, on va en parler après. Donc, 1956, ce sont les nouvelles élections. C'est là où on trouvera aussi des gens nouveaux, et que ce soit Youlou, que ce soit Mamadou Dia au Sénégal, qui vont arriver au palais Bourbon. Moi, j'aime. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 830. Balari version originale. Le royaume de Congodian Totela était constitué par plusieurs provinces, dont la province Sundi qui nous interpelle le plus. Cette province Sundi était divisée en plusieurs zones.
Le territoire Luango, encore appelé Congo dia Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Luozi, Misanda, Niabi. Le territoire Kwimba, comme Lunda, Kikwit, Bandundu, etc. Le territoire de Mbanza Congo, encore appelé Congo Diakati, la capitale du royaume. Le territoire de Balari, à la base la langue Sundi, d'où sortent les Balari, les Barangala, les Bantandu, ainsi de suite. Les Sundis sont en deux groupes. Les Sundis du haut du fleuve donnent les Balari et les Bantandu. Les Sundis du bas du fleuve donnent les Badondo, ainsi de suite. Entre les Badondo et les Lari sortent les Barangala. En 1665 éclate la bataille d'Ambouila qui provoque le déplacement des populations où les Bantandu suivent le long du fleuve de l'autre rive de la RDC. Les Sundis et Lari envahissent le corps du Poule, rencontrant dans certaines localités les Bateke qui vont aussi, par la présence des Lari, effectuer le mouvement vers le nord. Certains Teke restant dans les localités envahies vont subir une colonisation par la langue Sundi-Lari. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des Teke Lari. Contrairement à ce qui se dit, que c'est le mariage du Teke et du Congo qui donne le Lari. S'il vous plaît, est-ce que le mariage du Vili et du Dondo peut donner un Bembe? Eh bien, cette constitution historique n'était basée que sur les constats. Après avoir constaté, bien sûr, les Lari ayant des villages portant les noms Teke, et en considérant le Congo de Boko comme étant une ethnie. Boko était un village de pêcheurs appelé Kiboka dans le temps, habité par un mélange ethnique, à savoir les Manyanga, les Besingombe, Bantandu, Bandibu et les Sundis, tels que les Sundis de Tabiza et les Basundi Bankeleke. Ce mélange ethnique donne une unité de Bakongo appelée Bakongo de Boko. Pourquoi? Parce que on savait déjà qu'il existe les Bakongo de Manyanga, appelés les Manyanga, les Bakongo de Ngombe Matadi, appelés Besingombe, les Bakongo de Ntandu, appelés de Bantandu, les Bakongo de Mbanzangungu, appelés les Ndibu, ainsi de suite. Donc cette langue de Boko serait appelée peut-être Kiboka. Boko, c'est l'appellation Kiboka transformée par le blanc. Il n'existe pas une langue unique appelée Kikongo. Toutes les langues de Congolien Totela s'appellent Kikongo. Que ce soit le Lari, le Kizombo, ainsi de suite. Passionnant. Les Bakongo, c'est une tribu qui est constituée par plusieurs ethnies. Parmi eux, l'ethnie Congo n'existe pas. Il existe quelques ethnies comme les Lari Sundi, Badondo, ainsi de suite. Mes chers amis, essayons de modifier cette confusion. Le Lali est Teke, c'est l'habitant du Ntiaki. Le Lari est Congo, c'est l'habitant du Poul et du bas Congo de la RDC. Le Teke, c'est une tribu constituée par plusieurs ethnies, telles que Bafuru, Bakukuya, Bangangulu, etc. En réalité, avant l'investiture Teke, le cœur du Poul était habité par les Pygmées, autrement appelés les Bangantiers. Les Teke provenant du Centrafrique envahissent les Pygmées, entraînent la colonisation des Pygmées par la langue Teke. Voilà pourquoi vous remarquez que les Pygmées en totalité parlent Teke. En fait, à la base du Poul, le Pygmée envahi par le Teke et en finalité le Teke envahi par le Lari et le Sundi, qui sont les Bakongo du
royaume Congo. Donc le Lari est Suni, pas Teke. Le royaume Teke, Luango et autres apparaissent plus tard après la dislocation du grand empire de Congolien Todela, qui remonte au XIIe siècle avant la pénétration de Diego Cao au XVe siècle. Cette dislocation entraîne l'élargissement secondaire du royaume au Congo jusqu'au Gabon. Du Congo-Brazzaville en RDC jusqu'au Angola. On n'a pas besoin d'interprète. Le langage est le même, sauf quelques changements de temps par rapport à la disposition des populations et des localités. Quelques différences entre le territoire de Balari et le territoire de Mbanza Congo. Mino, Mono, Zonza, Vova, ainsi de suite. En plus, la présence de R dans les langues du territoire de Balari, le re qui vient du portugais par le morita et quarto, bacalao qui est portugais, makayab chez les Sunilari, Munsambu chez les Mono, Kimungwa chez les autres. Le Congolien Todila, c'est pas l'Angola comme disent les gens. C'est donc un territoire qui s'étendait du nord de l'Angola actuel, le sud de la RDC, le sud du Congo-Brazzaville, le Cabinda jusqu'à l'océan. Occupé par les Portugais en 1482, qui occasionne la dislocation de ce royaume. Ce territoire étant trop grand, certains peuples dispersés dans plusieurs directions échappent au contrôle portugais. Ces peuples seront occupés plus tard, en 1800, par les Belges et Français qui donnent les limitations et les noms tels que Congo-Belge, Congo-Brazza, San Salvador, qui deviendra la République d'Angola. Eh bien, il était important que Maître Alino de Mansaï vous relate cette histoire de Balari version originale. Mes chers amis, merci. Il n'y a pas de grands hommes sans de grandes œuvres, car ceux qui le sont pour l'avoir voulu. André Grenard Matsuwa. Matsuwa ndere wari mutu watumbu mumazulu, watumbu ga mutoto, watumbu kweba biba kweba mbula. Mama wandumbi watomozolo mukanda wandi wandombi, mupungu ni wokeri kwenwanini, tambiza bakaka zandikeri kwelandi, kimpa vita. Matsu wandere wanwana munjingu antodwewu, watomobelesa bamindele, bayizi kutu na bayizi kutu bunga, imvwa mavieto mpe bayizi kutu katula, mukikulu kieto na kinkaka kieto. André Grenard Matsuwa, le gendarme redoutable.